la Guinée, c'est quand même... là, on assiste à un ballet diplomatique. Paul Kagame, 48 heures. Aujourd'hui, c'est la France, à travers une secrétaire d'État qui visite donc la Guinée. Pas mal d'annonces. Mais au-delà de l'officiel, il y a ce que l'on ne dit pas. D'abord l'officiel, Chrysoula Zakharopoulou, il faut que je regarde ce nom-là vraiment. Zakharopoulou. Heureusement il y a Zaka dedans et puis c'est... Ouais. Il y a même Zakar. Il faut faire 5 Zakharipoulo. Voilà. Donc elle est au fait en tournée. Vas-y mon ami. Elle est en tournée en Afrique, je crois. Elle était la semaine dernière du côté de Lomé, donc au Togo, où elle a parlé donc de coopération aussi. Et ça, c'est la Guinée, c'est dans, si vous voulez, dans le secteur des coups d'État, où il y a le Mali, le Burkina Faso, et puis vous avez la Guinée. Il n'y a pas une telle visite qui est annoncée du côté, par exemple, des deux autres pays. C'est en direction de la Guinée que c'est annoncé. D'abord, l'officiel. L'officiel, on nous dit que à travers cette visite, la secrétaire d'État au développement à la francophonie auprès du ministre français, de la ministre française des Affaires étrangères, viendra réaffirmer l'engagement de la France auprès de la Guinée dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, la santé, la lutte contre le terrorisme. Il y a en effet deux secteurs majeurs à travers lesquels on peut sentir la France. Des grandes gueules. Trois, puisque dans l'éducation, on a toujours ces lycées français, au-delà de la coopération qu'on a avec, si vous voulez, les universités françaises qui accueillent quelques étudiants. Il y a surtout le lycée français qui est là. Il y a également la santé avec l'Institut Pasteur. D'ailleurs, au cours de sa visite, elle va aller à l'Institut Pasteur. Et puis également la question, la culture avec le centre culturel franco-guinéen. Maintenant, lorsqu'on évoque la lutte contre le terrorisme, ça si vous voulez, ça suscite des interrogations et en même temps, on peut toujours revenir sur une actualité. Vous vous rappelez, après la visite du ministre de la Défense en France, il y a eu ces rumeurs-là. À l'époque, il était dans l'obligation, dès qu'il est descendu de l'avion à l'aéroport, de donner des explications. Il disait que il répondait à une invitation, sauf que ce qui avait été dit à l'époque, on avait soupçonné, n'est-ce pas, Conakry de servir finalement des bases à la France pour pouvoir continuer à lutter contre le terrorisme. Soit le terrorisme ou alors à rester dans ce secteur-là qui est en train de leur échapper. Il y a aussi quelque chose, c'est aussi une rencontre ou disons une visite qui va permettre à la secrétaire de rencontrer les partis politiques, donc les autorités d'abord de la transition, notamment le ministre des Affaires étrangères, ensuite les partis politiques et la société civile, pour parler de quoi? De la transition et donc du processus électoral. On sait que la France, l'Union européenne, mais surtout la francophonie, a toujours été aux côtés de la Guinée dans la question électorale. Même le processus électoral le plus contestable de 2020 a connu la participation de la francophonie, notamment qui a travaillé sur le fichier électoral, ne serait-ce qu'en termes d'examen de ce fichier dont les données étaient explosives. On parlait de 7 millions de votants, alors qu'on se disait c'est carrément plus de la moitié de la population guinéenne qui devrait aller donc voter. La francophonie avait fait un travail à l'époque et la francophonie est toujours là, et cette visite devrait servir à réaffirmer davantage l'engagement de la France à continuer à travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, ça c'est l'officiel, c'est ce qui a été dit. Il y aura plusieurs rencontres et puis des points de presse aussi pour communiquer là-dessus, et des interrogations derrière. Finalement, pourquoi on a cette amitié avec la France, beaucoup plus donc qu'au Burkina et le Mali qui sont aussi en transition. En situation de transition. Jacques, donc sur l'officiel, la France se tiendrait donc toujours aux côtés de la Guinée dans la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel. Un retour à l'ordre constitutionnel et de continuer à la coopération dans le secteur clé du développement que sont l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité. L'eau et l'électricité, ce sont des choses qui ont été dites
Et cela va être matérialisé peut-être à partir de ce soir ou demain, lorsqu'elle sera finalement là. Elle pourra avoir des rencontres au cours desquelles cela pourra être dit. Peut-être il y a des choses que nous entendrons, il y a des choses que nous n'entendrons jamais. D'accord. Ça va se gérer de façon diplomatique entre les deux États. Mais en gros, c'est ce qui est dit. On sait aussi que la France, quand même, souvenons-nous, en 2014, lorsque nous étions en pleine crise d'Ebola, c'est un pays qui est resté. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Bon, ce ne sont pas des bases saines, mais quand même, elle était là. Elle était là à travers des organisations, des ONG et des institutions qui relèvent directement du pays, notamment des ONG médicales comme Médecins sans frontières, ensuite la Croix-Rouge et l'Institut Pasteur, parce que même l'Institut, pour identifier même le virus, il a fallu l'Institut Pasteur. Je me rappelle à l'époque, celle qui occupait le même poste que Chrysoula avait rappelé cela, que c'est grâce à l'Institut Pasteur de Dakar qu'on avait identifié cela. Et puis la Guinée, la France était restée jusqu'à accueillir, n'est-ce pas, François Hollande en pleine crise dans notre pays. On peut donc comprendre que malgré... Sans oublier que les hôpitaux régionaux, les 4 en construction, le sont avec l'appui de la France. Ouais. Avec l'appui de la France. Donc c'est comme si vous voulez, les choses étaient en train de changer, mais d'une manière assez étonnante. C'est-à-dire, sous la Première République, c'était le diable. Et aujourd'hui, c'est plutôt le pays qui est chéri. À comparer par exemple avec le Mali et le Burkina Faso, ce n'est pas les mêmes réalités au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, c'est vraiment parfait. La France est vraiment là, quoi. Voilà. Très bien. Et il y a quand même, mon cher Obi, au-delà de ces aspects que Jacques évoque, qui sont officiels, il y a l'annonce des États-Unis d'accompagner la Guinée et un certain nombre de pays, en particulier, au-delà des aspects économiques, sur la lutte contre le terrorisme. Oui, mais ça c'est la France l'a refait. C'est leur domaine de prédilection. Mais pour répondre un peu à la question de Jacques, pourquoi la Guinée reçoit les balais diplomatiques contrairement au Mali et au Burkina, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la France, quel que soit le pays, est quand même centrale dans des décisions au niveau des coopérations internationales. La France est un pays, bien évidemment, qui a son mot à dire et qui est consulté. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'animosité entre la transition guinéenne et la France. Peut-être, mis à part l'accrochage avec le communiqué de l'ambassade des États-Unis, en ballot, c'est une habitude permanente entre la Guinée et la Guinée-Bissau et le président, pas la Guinée-Bissau, mais le président bissau-guinéen. C'est souvent des dérapages. Mais la France, précisément, la France est mal vue au Mali, tout le monde le sait. Elle perd du terrain. Opération de reconquête, c'est pourquoi je posais la question. Les États-Unis arrivent avec déjà les 300 millions de dollars pour la centrale, le gaz liquéfié, pour faire tourner la centrale. La France ne se dirait-elle pas, écoutez, c'est un autre gâteau de valeur qui risque de nous échapper. Allons-y à l'offensive. Évidemment, la France ne va pas accepter de perdre le terrain dans tous les pays de ses anciennes colonies. Et donc, vu que la Guinée est citée, entre guillemets, mis à part le fait que c'est une transition militaire, un petit bon exemple parmi les trois transitions, en tout cas du côté de la France, parce que vous vous souviendrez qu'au Burkina Faso, les médias français ont été chassés, notamment la correspondante ou le correspondant de Libération, etc. Ça avait déjà été fait au Mali aussi. Oui, au Mali, le Mali, ça c'est connu. Ah, oui. L'animosité entre la France et le Mali, c'est de grands jours. Là, on ne parle même pas du... Mais le Burkina, jusqu'à présent, était encore resté un peu en amitié avec la France jusqu'à la dernière minute. On se rend bien compte que là aussi, ça s'est complètement gâté. Donc, entre les trois transitions, pour le moment, la Guinée, ça va bien. Et en RD Congo, ces derniers jours, c'était pas non plus non, c'est pas le bon jour. La meilleure des atmosphères. Même au Niger, je crois aussi. Et c'est d'ailleurs là, il va y avoir cette déclaration assez étonnante d'Emmanuel Macron qui a lâché. On fait avec ceux qui sont là. On fait avec ceux qui sont là, ça veut tout dire. Voilà. Si c'est pas parce qu'on les chasse au Burkina et au Mali, ils seraient prêts, bien sûr, à continuer la coopération avec les deux. Bien sûr. Donc, bien évidemment que la France va essayer
essayer de garder une part du gâteau en Afrique, et donc la Guinée faisant partie des pays qui jusqu'à présent ont une bonne coopération avec elle, et un pays convoité par les Russes, les Turcs, les Américains, les Chinois et les Arabes bientôt, parce qu'il y a eu un balai diplomatique énorme des Émirats Arabes Unis ici en Guinée, donc la France ne veut pas rester en reste. C'est un bon gâteau à bouffer, donc on s'approche à la table. Hein. Très bien. La question sécuritaire, elle reste prégnante. Il y a du terrorisme tout autour de nous. La Côte d'Ivoire a été frappée une fois, le Bénin aussi, mais le Mali, le Burkina Faso, ils sont en proie à cette situation-là. Est-ce qu'on ne se dit pas, c'est peut-être le lieu de préserver ses arrières, avoir une base arrière solide? Est-ce que les rumeurs d'installation d'une présence française militaire en Guinée ne sont pas plus, j'ai envie de dire, prégnantes désormais? Mais ça avait été démenti par le ministre délégué à la Défense. Oui, mais entre ce que l'on dément et ce qui se fait dans l'ombre. Je crois que la coopération entre la Guinée et la France aujourd'hui, c'est une vieille histoire qui n'est pas prête encore à s'arrêter. C'est un vieux mariage. C'est un vieux mariage qui n'est pas prêt à s'arrêter. Et j'écoutais un peu un officiel nigérien qui disait hier, qui était l'invité de François, je vais dire, Christophe Baboubier, qui disait que la France n'a pas aujourd'hui intérêt à rester en retard dans l'investissement au Niger. Parce que dans quelques années, le Niger sera l'Eldorado africain. Donc la France a tout à gagner à ne pas être parmi les derniers, mais à être parmi les premiers. Donc, comme pour dire que si quelque part vous êtes en train de perdre du terrain, nous vous ouvrons nos portes, mais venez investir. Et aujourd'hui, que la France soit dans la même dynamique, que cela ne soit pas dit ainsi, dans la même dynamique vers la Guinée, parce que avec ce qu'on entend, ce qu'on a vu avec Alpha Condé par exemple, on a coupé le cordon ombilical, et de l'autre côté, ces derniers temps avec cette sortie avec sa belle-fille qui disait pendant qu'on est en train de chasser la France partout dans le monde, et c'est toi qui t'allie avec la France. Donc il y a aujourd'hui des éléments qui expriment bien le divorce entre la France et ses colonies. Et cela, la France n'est pas prête à les abandonner, ces colonies, parce que en les abandonnant, il y a aussi la porte qu'on laisse ouverte pour les... Abandonner? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, abandonner. Oui. Abandonner, parce que dans la tête, c'est la conception. En fait, c'est une question d'intérêt d'abord. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. Dans la conception de la France et de ceux qui pensent français, c'est que nous sommes un élément qui appartient à la France. Nous n'avons seulement un précaré. C'est nous seulement qui gagnons en ayant un partenariat, une coopération avec la France. Donc, nous détacher de la France, c'est notre chute. Je veux dire, c'est la perception d'un certain nombre d'esprits par rapport à la situation. Je pense que le Burkina et le Mali sont en train de prouver que... Avec ou sans, c'est pas le cas. Ça peut bien aller. Avec ou sans la France, ça peut bien aller. Mais il faut aussi que la France comprenne aujourd'hui, pour se repositionner, parce que la position, elle tangue là. Pour se repositionner et se maintenir, il faut bien que l'esprit soit désormais gagnant-gagnant, comme le disent les Chinois, gagnant-gagnant, que ce ne soit pas nous sommes ceux qui dictons les règles, nous sommes ceux qui vous disons les principes à respecter. Il faut aujourd'hui que la communication soit horizontale, que les relations soient horizontales, que d'être verticales. Nous ne recevons que d'ordre de la France. Aujourd'hui, la France a besoin de l'Afrique, de la Guinée particulièrement. La Guinée a besoin de la France. Il faut aussi que les relations soient du paradigme horizontal que vertical. D'accord. Moussa Yero, au-delà des intérêts économiques, au-delà des intérêts énergétiques, il évoquait le cas du Niger. Comme on dit dans la rue, le Niger est pété d'uranium. La France en a besoin. Areva est présent sur le territoire nigérien. Mais au-delà de tous ces aspects, de ces questions économiques, il y a quand même la question politique, la question de la Constitution, la question du retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée qui reste donc toujours fréquentable. Quel message aux opposants, j'ai envie de dire aux acteurs politiques,
opposés à la manière de la gestion de la transition. Je pense par exemple aux acteurs politiques, mais aussi à ceux du CNRD. Il faudra activer le... Merci. Je disais, la visite de Mme Frisoula est très large. Elle rencontre au-delà des facteurs économiques, des facteurs sociaux de la santé, dont vous avez parlé tout à l'heure avec la clinique Pasteur. Je ne parle pas de la clinique Pasteur. Oui, les hôpitaux. Les hôpitaux qui sont en train de se construire. Et l'Institut Pasteur. L'Institut, voilà. Je voulais parler de l'Institut Pasteur. Il y a aussi qu'elle doit rencontrer les acteurs sociaux, en effet, les forces vives, mais pour surtout parler de comment la transition devrait se dérouler, comment les choses sont en train de se passer aujourd'hui, quel dénouement heureux espère-t-on avoir, non seulement avec les autorités de la transition, mais aussi les forces vives. Donc c'est un éventail qui est très large. Vous l'avez dit, c'est une façon de retâter le terrain pour voir quel positionnement prendre face à ce qui se passe à travers le monde. La Chine qui s'investit un peu partout dans le monde, qui prend vraiment une grande importance dans l'investissement, surtout dans les pays africains, parce que l'Afrique, c'est le continent de l'espoir. Pour l'avenir, c'est le futur, c'est nous. Le futur, c'est ici. Mais le problème avec nous, il nous manque des hommes en fait, qui aiment réellement leur peuple, des hommes qui savent mettre les cartes sur la table et discuter d'égal à égal, parce qu'il faut repenser les relations. Tu fais bien de le dire. Entre l'Afrique et l'Occident. Il y a un professeur d'Afrique centrale très intéressant, je crois que c'est le professeur Sankara, il a un nom comme ça, et puis il dit, regardez le paradoxe africain, tout le monde vient chez nous, mais nous, on veut quitter de... Tout le monde vient chez nous pour prendre nos richesses, pour extraire les richesses du sous-sol, les importer chez eux. Mais nous, on veut quitter, aller chez eux pour vivre ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont réalisé chez eux. Alors que l'avenir, c'est ici. L'avenir, c'est ici, mais pourquoi les gens veulent partir? C'est parce que, justement, je le disais tout à l'heure, on n'a pas eu les dirigeants qu'il faut pour mettre l'attractivité qu'il faut ici, pour que les jeunes puissent rester. Imaginez, moi, je le dis à chaque fois, il y a des gens qui pensent que s'ils avaient la Guinée dans leurs mains, s'ils pouvaient gérer ce pays, les gens prendraient le visa pour venir dans ce pays-là. Parce que nous avons tout ce qu'il faut ici. Les richesses que les gens viennent chercher. Par exemple, même dans la sous-région, les richesses qui sont en Guinée ne sont pas au Sénégal. J'ai même peur de nos richesses. Ne sont pas au Mali. Moi, j'ai peur de nos richesses. Tout ici. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut? Récemment, on a vu ce qui s'est passé avec les sociétés minières. Les autorités ont repensé les relations antérieures. Pourquoi? Parce qu'il était obligatoire pour ces sociétés-là de construire leur siège. Mais justement parce qu'on n'a pas eu d'hommes forts par le passé pour pouvoir affronter ces sociétés-là. Ou bien peut-être, ils sont forts, mais ils ont pensé à leur poche. Ils ont pensé à ce qu'ils pouvaient avoir. Ils ont pensé uniquement à leur personne, en oubliant le peuple. Ils ont fait des marchés gré à gré qui ne rapportaient rien au peuple. Ou bien peut-être qu'ils rapportaient, mais eux, ils empochaient cela. Mais il faut que nous ayons des hommes peut-être qui réfléchissent comme Kagame, mais pas forcément. En fait, je n'adopte pas. Dans la logique maintienne mentale de Kagame. Dans la logique économique, mais pas d'éternel. Comment on appelle ça? Providentiel. Dire que si c'est pas moi, rien ne se fera dans ce pays. Ouais, mais je préfère encore un président qui travaille bien, qui dure. Qu'un mauvais président avec un mandat respecté. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Il y en a qui sont venus. Roby, je préfère encore un bon président. L'alternance, c'est toujours bien. Oui, d'accord. Mais je préfère encore un bon président qui dure. Les grandes gueules. Un bon président. Soulignez bien le mot bon. La dimension. Un bon président qui dure. Qu'un mauvais président qui fait 11 ans et qui laisse le pays en lambeaux. Roby, elle a évoqué la dimension providentielle des hommes. Il n'y a pas d'homme providentiel. Je ne suis pas en train de parler de providence. Moi, je suis bien d'accord. Je ne suis pas en train de providence. Quand on ne veuille pas d'un homme providentiel, mais la longévité n'est pas un problème en soi. Bon. Toi-même, tu aimerais vivre. Tu nous connais. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, à la tête d'une nation, c'est bien qu'il y ait l'alternance. C'est l'oxygène de la démocratie. Dans d'autres pays, je voulais parler de Jerry Rawlings, qui n'est pas resté toute sa vie au pouvoir au Ghana. Mais il a réussi à réglementer, à régir aucun pays africain. À donner un exemple, à tracer la voie. Aucun pays africain dit démocratique, même peut-être certains pays occidentaux dits démocratiques, ne peuvent pas se comparer aujourd'hui au modèle économique dans les pays émiratis. C'est pas possible. Mais pourtant là-bas, c'est des monarchies. C'est des gens qui pensent à leur peuple. C'est des gens qui pensent à leur peuple avant tout. C'est des gens qui pensent à leur peuple avant tout.
et qui utilise la richesse de leur pays à bon escient. Ça fait combien d'années? Ce qu'il faut entendre dans le discours de Djadja. Kagame, c'est 2000, oui, madame. Non, 2000. Je veux dire, après la guerre. Bon, après la guerre, il était second. Il était vice-président, ministre de la Défense, et c'est quand... Oui, en fait, c'est... Quand le pasteur Mouzibunkou a démissionné, qu'il a été élu en 2000, puis réélu en 2003, 2017, et depuis là, il est encore. Daouda, on peut pas. Ça fait 23 ans quand même. Imaginez. C'est l'âge de Diba, ça. Non, c'est à peu près. Quand même. Diba, je sais. D'accord, l'âge de Aïssa Toussané. 23 ans quand même. Allez-y. Allez-y. Même Sané a plus de 30 ans. Je sais. Mais le pays est prospère. C'est ce que je veux dire. On peut dire tout ce qu'on veut. Kagame, il est là, il a fait de belles choses. Sa façon de gérer inspire. Mais est-ce que c'est ce que nous souhaitons, qu'il y ait une seule personne? En fait, même la succession inquiète. Qu'est-ce qui va se passer après Kagame? Est-ce qu'on aura un homme qui a son leadership, qui a le sens du management de Kagame? Est-ce qu'il a préparé quelque chose? Parce que c'est ce qui fait que nos États sombrent. Nos États chutent. C'est ce qui fait que les partis politiques chutent après le parti au pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Je pense que là-dessus, tu fais peut-être mauvaise route. À mon avis, la vocation d'un chef d'État n'est pas de préparer qui va lui succéder. C'est le peuple qui le prépare. Qu'il laisse simplement ses successeurs émerger. Voilà, qu'il ne fasse pas de blocage. C'est important. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a, comment on appelle cette vision-là au Rwanda? Bien sûr, le peuple rwandais. Même Roby n'est pas d'accord. L'opposition est musée au Rwanda. Daouda, même Roby n'est pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'opposition. L'opposition ne fait pas le peuple. Mais attends. En démocratie, il faut qu'il y ait une voix discordante là, mais il n'y a pas de voix discordante. Le peuple rwandais réfléchit rwandais. D'accord. Daouda, je te parle d'alternance. Je te parle d'alternance. On ne veut pas d'homme providentiel. Dis à Daouda. Pour revenir au débat, c'est quoi la vérité? L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Pourquoi les gens fuient ici? Je le dis encore une fois, on n'a pas eu d'homme qui puisse réellement exploiter ce potentiel-là, le mettre en valeur de sorte que les jeunes ne s'enfuient pas. Par exemple, imaginez qu'on puisse construire ici une usine de transformation de l'aluminium, de la bauxite, tel que le prônent les actuelles autorités. Des jeunes pourraient être employés là. Si par exemple, ce qui se fait le plus souvent, même si dans les institutions, on recrute des personnes ici, vous voyez des Guinéens partir dire non, ne leur donnez pas tout ce montant-là comme salaire, sinon ils vont prendre des ailes, après ils vont se rebeller. Mais mettez en valeur les talents. Comment on appelle, les citoyens du pays, encouragez-les à rester au pays. Vous avez des expatriés qui viennent travailler au pays, qui vous prennent jusqu'à 25 000, 30 000 euros ou plus comme salaire à la fin de chaque mois. Le Guinéen qui est là, vous lui donnez 2 millions, on suppose que c'est suffisant. Alors faites le calcul, 2 millions pour quelqu'un qui doit être dans une maison et tout ce qu'il faut. On a toutes les richesses qu'il faut. Il faut repenser le modèle de relation entre l'Occident et l'Afrique. On a toutes les richesses qu'il faut. La dame, elle va venir. À la fin, c'est la question que je vous pose. À la fin, je pose la question. Elle va rencontrer des acteurs, notamment gouvernementaux, étatiques et non étatiques. La question que je pose, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que ça peut bien apporter à la situation actuelle en Guinée? Oui, je pense que c'est toujours une sorte de partage pour se donner des idées, pour faire en sorte que la transition se termine bien. C'est ce qui se dit, c'est ce que nous avons lu dans le courrier. Mais nous savons bien que c'est aussi pour renforcer les relations, pour ne pas que la France reste derrière. C'est une bonne com pour la transition aussi. Oui, bien évidemment. Vous savez, ces derniers temps, nous savons que malgré le veto de la CEDEAO, tout ce qui se fait, quand de bonnes actions sont posées, les gens ont de l'espoir que ça va bien se terminer et ils vont accompagner. C'est justement l'espoir là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un Paul Kagame qui vient, nous avons le ministre des Affaires étrangères, malgré tout ce qui se fait, il va à l'international, le Premier ministre, ainsi de suite. Vous avez le président du CNT qui était récemment avec le NDI ou du côté des États-Unis. Je pense que ce leadership-là, tant que ça peut aider la Guinée à bouger, tant que ça peut ouvrir le pays, tant que ça peut construire des choses qui puissent permettre aux citoyens guinéens de se sentir bien. Côté route, par exemple, c'est un ouf de soulagement ces derniers temps pour la Guinée. Si ça peut évoluer comme ça, mais en même temps, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir faire cela. Absolument. Faites de bonnes choses et permettez aux Guinéens de faire un retour normal à l'ordre constitutionnel
Si vous voulez, revenez plus tard. Très bien. Les bonnes choses que vous avez faites pourraient servir de cause. Peut-être, qui sait, si les Guinéens ne vous choisiront pas pendant une autre élection. Très bien. Jacques, la question c'est à choisir entre les intérêts économiques et les intérêts politiques pour la Guinée, donc les intérêts économiques pour la France, et la question de la démocratie. De quel côté penses-tu que la balance pèserait le plus? Je pense, je rappelle encore une fois le discours de Kinshasa d'Emmanuel, et puis ce qui s'est passé, puisqu'on parlait du Rwanda tout à l'heure, ce qui s'est passé avec la francophonie. Vous savez, Paul Kagame, ils arrivent en 94, ils prennent la décision de quitter la francophonie pour intégrer le Commonwealth. Et puis ça évolue comme ça a évolué, et finalement, il y a une reprise de relations avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que même nous, on s'en souvient. On s'en souvient. La dame Michaël Jean va être chassée, parce qu'on peut appeler ça comme ça, chassée de la tête de la francophonie pour qu'on confie ce poste-là à Louise Mushikiwabo, qui était donc ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est plus le Rwanda qui cherche la France, c'est la France qui cherche le Rwanda. Paul Kagame est quand même invité par des étudiants des universités américaines pour le véhiculer sa vision. C'est pas rien ça, Jacques. Donc aujourd'hui, ça, ce n'est même plus discutable. La France est en train à la recherche, il est à la conquête. La France, elle est à la conquête, n'est-ce pas, des pays qui étaient auparavant. Est-ce qu'on peut dire que la France s'accroche? Et je pense donc. La France s'accroche? Bon, peut-être on peut le dire comme ça. Ce que j'ai envie de dire pour répondre maintenant à ta question, je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les questions économiques qui sont privilégiées. Les relations économiques sont beaucoup plus privilégiées par rapport à où il y a la démocratie et où il n'y en a pas. Je crois que ce discours-là commence un peu à quitter le politique français, surtout ceux qui décident actuellement. C'est pas qu'ils sont d'accord avec les brimades lorsque les peuples en sont victimes dans certains États. Mais ce n'est plus une condition sine qua non. Ils ont besoin d'allumer leurs ampoules. Pour coopérer avec n'est-ce pas, les pays. Pour deux raisons. La première, c'est que ça ne marche plus. Et la seconde, c'est que les gens ont compris leur, si vous voulez, leur contradiction. Leur contradiction avec eux-mêmes. Quand vous êtes dur avec le Mali et que vous êtes tendre avec le Tchad, les gens ne vont plus vous écouter là. Ce sont des choses, c'est la même chose. Le coup d'État, c'est un coup d'État. Les pushistes sont des pushistes. Alors quelle marge de manœuvre reste aux opinions africaines qui hier portaient leurs préoccupations auprès de la France qui en défendait les positions? Si aujourd'hui on a tendance à avoir une France qui va prioriser ses intérêts économiques, quelles sont les marges qui nous restent en tant qu'opinion africaine? Je crois que les opinions africaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Les opinions africaines sont préparées. Oui, elles doivent évoluer. Moi, j'entends souvent. Vers quoi? J'entends souvent quoi? Vers beaucoup plus d'autonomie dans les prises de décision. Non, mais surtout que le courage. Non, là on parle d'influence. On parle d'influence. Comment construire l'influence des opinions quand hier, ça s'asseyait sur l'action des forces, des grandes puissances? Je pense concrètement que les politiques vont se résoudre à dire, écoutez, il faut qu'on se batte nous-mêmes. Voilà. On n'est plus au stade où on dit, bon, je vais en France tenir un discours, et puis ce discours-là va être pris en compte, et la conséquence, c'est que je vais être aidé. C'est des choses qui ne marchent plus. Il faut qu'à l'interne, les gens puissent convaincre les populations et peut-être ceux qui détiennent le pouvoir à se sortir d'une situation. Très bien. Paul Kagame et Doumbouya ont eu un point de presse commun, justement. Une déclaration conjointe. Le Rwanda prend quelques engagements. Jacques Léo Leno fera compte rendu tout à l'heure. Et puis le ministre Charles et le Premier ministre Goumou, ces nouvelles informations que nous avons à partager avec vous ce matin. Et on va terminer avec la fonction publique, où des documents sont particulièrement compromettants pour Coly, le lanceur d'alerte. Vous allez voir, c'est à dormir debout. Restez avec nous, on se retrouve dans seulement 10 minutes.